Je vous propose de poursuivre nos échanges au cours de cette troisième table ronde sur le sujet de l'acceptabilité des innovations sur le champ de l'autisme. Et je passe la parole à Tony qui va animer cette troisième table ronde. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue donc, pour poursuivre ce voyage très intéressant avec deux tables passionnantes ce matin et une troisième table qui ne sera pas moins passionnante cet après-midi. Donc sur la question de l'acceptabilité sociale d'une technologie innovante dans le champ de l'autisme. Donc ce matin, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'acceptabilité sociale. Et peut-être qu'on peut, avant que mes invités de marque se présentent, dire quelques mots peut-être sur le contexte, de sorte qu'on puisse comprendre pourquoi on a choisi de vous présenter cette table sur la question de l'acceptabilité sociale d'une technologie innovante dans le champ de l'autisme. Et puis ensuite, après, je laisserai mes invités se présenter. Et puis on déroulera progressivement sur la table. Donc, disons qu'en fait, cette table-là, elle naît d'un projet autour de la question d'une très très belle innovation dont Alexia Audrin nous parlera tout à l'heure, du fauteuil auto que vous avez juste ici à la gauche de Thomas Gargaud, qui est un outil de pression profonde, en particulier pour les enfants et les adolescents et ou même les adultes, avec des troubles du spectre autistique. Et donc, il y a une aventure qui a débuté entre une conceptrice effectivement de ce fauteuil, une aventure aussi avec un pédopsychiatre qui en dira tout à l'heure plus long pour se présenter, et puis une psychomotricienne de renom internationale. Elle nous l'a rappelé encore ce midi au moment des échanges, ce midi, et qui pareil se présentera un petit peu plus avant tout à l'heure. Donc ce que je vous propose peut-être c'est de réfléchir ensemble pendant 3 quarts d'heure à cette question de l'acceptabilité sociale. Alors peut-être juste quelques mots comme ça donnera aussi à notre noble assemblée la teneur un petit peu des propos, ou en tout cas des questions qu'on va se poser au cours de cette table. C'est vrai que la question de l'acceptabilité, on l'a eu ce matin avec Bibalance, mais en même temps, de quoi on parle quand on parle d'acceptabilité? Alors peut-être qu'on peut déjà rappeler que ça questionne, parce qu'effectivement, c'est l'acceptabilité sociale déjà pour qui? Est-ce qu'on parle de l'acceptabilité sociale pour le professionnel, qui est souvent le grand oublié dans les innovations technologiques? Souvent, en fait, il suffit de regarder, par exemple, les plaquettes d'information des technologies numériques, et souvent en fait on voit plutôt le destinataire final, alors en oubliant en réalité l'intermédiaire qui est souvent le professionnel de santé ou du paramédical ou autre. Est-ce qu'on parle du patient, de l'usager? Est-ce qu'on parle de la famille? Et donc ça, c'est des questions qu'on abordera sans doute tous les 4. Et puis en même temps, peut-être que ça pose une question et qui se pose d'autant plus pour la question du fauteuil auto, c'est la question aussi de l'autonomie par rapport à l'utilisation aussi de la technologie ou du produit avec plus ou moins de technologie d'ailleurs et plus ou moins d'intelligence artificielle. C'est-à-dire en fait quel est le degré d'autonomie du patient ou de l'usager ou du professionnel dans l'usage et dans l'acceptabilité aussi de cet outil. Et donc ça, il y a eu tout un tas de travaux aussi sur cette question-là, sur la question de l'auto-santé. Et là, ce n'est pas un jeu de mots avec le fauteuil qui s'appelle auto. Et à contrario, au contraire, des choses qu'on a bien travaillé avec Jean-Philippe et Bernard aussi, sur cette question aussi de parfois l'usager ou le patient qui est beaucoup plus captif. Donc il y a un peu un spectre ou un continuum entre ces deux extrêmes. Et donc ça, c'est peut-être des questions qu'on abordera parce qu'elles me semblent aussi travailler cette question, ou en tout cas être au cœur de cette question de l'acceptabilité sociale d'une innovation telle que le fauteuil auto. Donc j'en ai déjà trop dit, maintenant je cède la parole à chacun de mes invités, et puis donc l'ordre que vous voulez, vous battez pas. Voilà.
Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous pour cette journée Youth Tech Lab. Moi je suis Marie-Lou Servant, donc je suis psychomotricienne au Centre de ressources autisme, Centre Val-de-Loire, et j'interviens pour plusieurs activités, des activités de formation, de bilan, mais aussi de soins, au cours desquels on utilise assidûment le fauteuil auto. Voilà. Bonjour à tous, je suis Alexia Audrin, conceptrice du fauteuil auto, mais je ne suis pas toute seule derrière la conception du fauteuil auto, je vais vous en parler un peu plus tard. Et moi, mon parcours, en fait, je suis issue des métiers d'art, donc de l'atelier, de la fabrication bois. Et ensuite, je me suis dirigée vers un parcours de designer, donc avec l'école Nantes Atlantique. Et c'est à ce moment-là que j'ai conçu le fauteuil auto. Bonjour à tous, moi je suis le docteur Thomas Gargaud, je suis maître de conférence universitaire, praticien hospitalier en pédopsychiatrie, donc au département universitaire de pédopsychiatrie à Tours, et puis qui est centre d'excellence autisme et troubles du neurodéveloppement. Donc j'avais fait mon internat en psychiatrie à Paris, l'externat, donc j'étais étudiant en médecine ici, l'internat à Paris. Ensuite j'ai fait une thèse d'informatique où je regardais un peu comment on pouvait utiliser une tablette comme un iPad pour détecter et rééduquer les difficultés d'écriture, donc vraiment sur le côté moteur. Et voilà, je suis revenu sur Tours après pour un poste de jeune médecin-chercheur sur les problématiques sensorielles, donc avec le cube de réalité virtuelle qui est au -1, au MAM, sur la question des problèmes audiovisuels dans le champ de l'autisme. Et puis c'est assez naturel finalement qu'on s'est dit qu'il y avait exactement le même problème et des types de solutions innovantes aussi, avec les pressions profondes qui peuvent être aussi contrôlées par les usagers. Voilà, avec le fauteuil auto. Et vraiment, dès le début, on a vu ce champ foisonnant entre ces besoins sensoriels, qu'est-ce que ça nous dit de comment on apprend, comment on traite l'information autour de nous, comment ça permet après de socialiser, de rentrer en relation avec l'autre. Et est-ce que c'est efficace, mais aussi est-ce que c'est acceptable avant? C'est une bonne question à se poser parce que c'est loin d'être évident, notamment dans les techniques de pression profonde. Et voilà, comment ça marche. Donc voilà, l'idée c'est un peu de jeter faire des ponts entre ces différents corps de métier pour essayer de mieux comprendre un peu comment on pourrait améliorer les prises en charge pour les enfants. Donc effectivement, là Thomas, tu viens d'évoquer la question de l'acceptabilité sociale qui est peut-être loin d'être évidente et souvent qui est identifiée tardivement dans le processus de conception. Et ça a été rappelé effectivement en introduction avec Isabelle Sabadoto à l'introduction de cette journée-là. Et en revanche, c'est absolument pas ton cas, Alexia. Donc est-ce que c'est possible de revenir peut-être sur le parcours de cette belle innovation et de nous en dire un peu plus sur peut-être la manière dont justement cette question de l'acceptabilité ou en tout cas de la prise en considération des conditions de la réception de cet outil a été prise en considération très tôt finalement dans la conception, ce qui est plutôt rare pour ne pas dire très fréquent, quoi. Oui, alors comme je disais, le fauteuil auto, je ne l'ai pas conçu toute seule. En fait, l'idée elle vient vraiment du terrain d'un institut médico-éducatif à l'ADAPI de Blanc. Alors en fait, moi j'étais dans mes études de design. Je me suis toujours intéressée en fait aux troubles ou handicaps invisibles. En fait, c'est vrai que dans le milieu du design ou dans l'agencement, quand on veut faire quelque chose d'adapté pour une personne en situation de handicap, généralement, on pense aux personnes en fauteuil roulant parce que c'est plus facile de s'imaginer ce dont elles ont besoin, de comprendre. Donc, on fait du mobilier adapté, des bornes d'accueil, des rampes accessibles. Mais c'est vrai qu'on fait très peu de choses pour tout ce qui est handicap sensoriel ou handicap invisible. Et moi, j'ai une très bonne amie à moi qui est éducatrice spécialisée et qui travaille dans cet institut médico-éducatif. Et donc, je l'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup raconter ses journées, comment elle accompagne les jeunes. Et ce qui m'a marqué, c'est que souvent, elle a dit
en fait, on peut changer des toutes petites choses dans l'environnement et ça pourrait leur faciliter le quotidien. Par exemple, comme les heures silencieuses au supermarché, c'est tout bête, on adapte, on baisse le bruit, mais en fait, ça leur permet de faire les courses un peu plus facilement. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux troubles autistiques en allant dans cet institut médico-éducatif et juste en observant. En fait, je me suis sensibilisée à l'autisme par les jeunes avec des troubles autistiques et au quotidien des éducateurs en allant les voir et en observant leur journée. Et j'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et en fait, l'idée, c'était évident qu'elle n'allait pas venir de moi, mais en fait, elle vient de ces éducateurs et de ces jeunes parce qu'ils ont déjà plein d'idées au quotidien et bricolent déjà pas mal en fait pour adapter leur environnement. Et il y a quelque chose qui est ressorti, c'est voilà, les jeunes demandent régulièrement à être serrés très fortement dans les bras ou même plaqués au sol ou contre des murs pour être soulagés et ressentir une forte pression pour diminuer l'anxiété. Et les éducateurs, voilà, ils m'ont dit, dans les bras, c'est pas toujours adapté, quoi. Nous, on ne connaît pas la force du jeune, on ne connaît pas notre force, et puis la relation au corps, elle peut être un peu compliquée. Donc, ils m'ont présenté une machine que je voulais vous montrer à l'écran. Voilà. Ils m'ont présenté cette machine, la machine à serrer du docteur Temple Grandin, en disant, voilà, on sait que cette machine... elle est efficace, c'est une personne elle-même autiste qui l'a fabriquée pour ses propres besoins, sauf que de l'intégrer nous dans notre établissement ou de dire aux parents voilà on veut utiliser cette machine avec votre enfant, c'est un peu particulier comme ça au premier abord, elle ressemble un peu à une machine de torture. Donc en fait je me suis dit ok, l'idée elle est intéressante, on va commencer à travailler ensemble et très vite au lieu de faire... d'abord, on a fait un cahier des charges pour savoir ce qu'on voulait autour de cette machine. Mais au lieu de passer par le dessin, parce que sur le dessin, sur les croquis, on peut tout imaginer, tout peut être parfait. Et en fait, ça ne peut pas être des fois réalisé dans la vraie vie. En fait, on a commencé très vite à faire des maquettes. Donc, je suis désolée pour la qualité des photos. C'est pas de très bonnes photos, mais je pensais pas les présenter un jour. Et en fait, je suis arrivée, donc on a fait un cahier des charges. On voulait déjà que la position soit assise et pas à quatre pattes comme dans la machine, puisque c'est plus acceptable d'être assis que d'être à quatre pattes. Et puis, on voulait du coup des pressions bien précises au niveau du corps, une autonomie. Et on a très vite fait cette caisse qui est un peu pas très acceptable comme ça visuellement, mais on commençait d'abord sur les fonctionnalités et en fait j'ai décidé d'intégrer directement les professionnels et les jeunes pour qu'ils me disent ce qui était justement acceptable ou non, ce qui était confortable ou non et ce qui répondait à leurs besoins ou non. Donc dès le début du processus, ils sont intégrés, même si la maquette, voilà, elle n'est pas très esthétique et qu'elle peut aussi faire peur au départ. Donc pendant à peu près une bonne année, on a travaillé ensemble et pour arriver au premier proto du fauteuil auto. Donc ce fauteuil en forme de cocon avec ses pressions qui permettent de soulager et avec cette petite télécommande où c'est l'utilisateur qui vient gérer les pressions en autonomie. Voilà, après la suite, je vous la raconterai pour les prochaines questions. Effectivement, là, on comprend mieux le processus de conception qui a été le tien. C'est vrai que pour l'auditoire qui a été très attentif, on remarque même que sur les premières photos, alors qui n'étaient pas ta conception, mais celles de conception antérieure, notamment avec le docteur Temple Grandin, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai noté ça parce que les photos sont passées vite. Il y avait sur la petite télécommande qui vous permet de presser justement votre corps pour soulager la pression et faire diminuer l'anxiété. Emergency. Voilà, donc c'est quand même très rassurant. et donc effectivement, il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis. Et puis en plus, c'est vrai que ça fait d'autant plus sens pour nous. En tout cas, c'est vrai que
comme sociologue, ça fait quelque chose, en tout cas, de voir là aussi la démarche qui a été la tienne. Et je pense que je te l'ai déjà dit, mais d'une certaine manière, tu t'es fait ethnologue ou apprenti sociologue parce que tu es allé voir sur le terrain, tu as fait un peu finalement le travail qu'on est amené à faire, c'est-à-dire de voir les gens en train de faire leur boulot, et de comprendre un peu leurs problématiques, etc. Et effectivement, c'est sur cette base-là, sur la base d'itération effectivement et de retour de leur part que ça a évolué ce travail-là. C'est une mise en abîme encore plus profonde que ça, c'est-à-dire il y a un très beau film que je vous recommande sur qu'est-ce que c'est que l'autisme, qui est un biopic, on appelle ça, un film sur la vie d'une personne, de Temple Grandin. Et en fait, elle a été éthologue. C'est-à-dire qu'elle a observé le comportement des animaux et en fait dans le ranch de son oncle et de sa tante il y avait une espèce de machine qui serrait à gauche et à droite, c'est vraiment une machine pour mettre des vaches dedans et qui calmait l'angoisse. Et elle s'est dit peut-être que moi aussi ça me calmerait, et dans le film ils décrivent un peu le processus de développement, donc c'est l'éthologie vers la sociologie, vraiment c'est une mise en abîme comme ça, et c'est vrai que c'est quand même pas très attractif au début, hein. D'où la question justement de traiter de cette question-là sur l'acceptabilité. Peut-être justement, là tu viens de faire une première réaction, mais peut-être aussi Marie-Lou, parce que cet outil-là, finalement, il a été introduit assez rapidement dans un service de pédopsychiatrie. Et donc, même si effectivement, ça a été d'abord testé avec, disons, des relations de confiance, ton ami Alexia, qui est éducateur spécialisé, c'est ça, si j'ai bien compris. Là, ensuite, après, il y a eu une étape supplémentaire qui a été de l'utiliser aussi à l'hôpital de Tours, et en particulier dans ton service, dans vos services respectifs. Est-ce que tu... Merci. Oui, alors effectivement, moi j'étais pas là à l'arrivée du fauteuil, il est arrivé avant moi, donc j'ai suivi un peu l'historique. C'est d'abord mes collègues, notamment psychomotriciennes, avec l'équipe du centre universitaire de pédopsychiatrie, avec le professeur notamment Frédéric Bonnet-Briot, qui a répondu à cet appel que tu faisais par rapport à ton fauteuil auto. Et puis notamment Clémence Gillard, Amandine Vachot, Cindy Lemaine-Tripy, qui étaient là au début de l'aventure. Et en fait, c'était un moment un peu particulier, mais peut-être tu y reviendras, puisque c'était pendant la Covid. Il y a eu une phase de découverte pour les professionnels de ce fauteuil, et puis une phase après en passant soi-même par l'expérience, qui est une valeur qui nous est importante, nous, en tant que psychomotriciennes, de passer par le corps, par les sensations, pour ensuite délayer les apports théoriques qui relient l'expérience. Et ben c'est vrai qu'il y a eu une diffusion ensuite un peu plus institutionnelle autour de ce fauteuil, parce que c'était important de pouvoir en parler. Alors déjà de pouvoir le relier à des points un peu techniques, de la maîtrise technique de l'outil, qui était importante avant de diffuser l'information, et puis également de faire des liens avec la théorie autour de l'approche sensorielle, autour des particularités, ce qu'on va rechercher dans le travail concernant les modulations, le bien-être sensoriel pour les personnes notamment qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et qui ont des particularités de l'intégration de l'information sensorielle. Et puis, il fallait aussi pouvoir répondre de façon pratique aux questions des équipes pour qu'ils puissent se projeter dans un usage concret, quotidien, c'est-à-dire des choses très basiques comme le lieu où mettre ce fauteuil, réfléchir à tout ça. Et ça, en soi, ça a été une vraie réflexion, une aventure. Réfléchir aussi au pourquoi. Dans quelles conditions l'utiliser, de quelle manière, à quel moment, et puis pour quel bénéfice aussi. Donc toutes ces questions-là, il a fallu nous les travailler un petit peu en amont avant d'être à peu près sûr de notre coup pour le présenter aux équipes, et que cette présentation réponde à quelque chose de l'ordre de la pratique, et pouvoir recueillir également à ce moment-là leurs appréhensions, voire même leurs réticences qui pouvaient être nombreuses.
Il y a beaucoup de professionnels dans un service de pédopsychiatrie, beaucoup de corps différents. Donc moi, je me souviens, quand tu avais fait la visite, tu avais montré le fauteuil. Tout de suite, j'avais fait le lien avec la machine, le Temple Grandin. Alors, donc moi j'étais moins en première ligne que les psychomotes qui testaient. Moi je regardais plus le côté scientifique, déjà qu'est-ce qui avait été fait dans le domaine et comment le valoriser aussi d'un point de vue scientifique, et puis après accompagner un peu les différentes étapes d'un développement d'un produit comme ça. Donc voilà, déjà sur le rationnel, on voit qu'il y a l'autisme, c'est des problèmes de communication, d'interaction sociale, de socialisation, avec des intérêts restreints et stéréotypés. J'allais dire que ça, c'est les deux dimensions qu'on décrit habituellement. Et là, depuis la dernière mouture de la Bible, c'est-à-dire des pédopsychiatres, des psychiatres qu'on appelle le DSM, on va décrire les symptômes, on commence à parler de difficultés sensorielles. Alors que finalement, on parlait de difficultés sensorielles dès les premières descriptions de l'autisme, il y a plus de 50 ans. Fondateur du service, Gilbert Lelor, décrivait bien ces difficultés du traitement sensoriel dans l'autisme, et se disait aussi qu'il y avait tout l'intérêt de faire de la recherche, notamment en lien avec les neurosciences à l'époque où il y avait quand même une hégémonie de la psychanalyse en pédopsychiatrie. Et donc voilà, à la fois cette connaissance du service sur les problématiques sensorielles au niveau fondamental, au niveau cérébral, une échelle qui avait été développée pour mesurer les difficultés sensorielles dans l'autisme. Moi qui arrivais avec la casquette de thèse informatique en disant là, je vois bien l'informatique, ça peut apporter des choses, mais sur le terrain, en fait, c'est pas simple de comprendre les usages, d'adapter aux usages. Et voilà, il y a toute cette phase de design, d'acceptabilité qui est vraiment importante pour avoir à la fin un produit centré utilisateur. Donc voilà, on a essayé, on a eu l'autorisation de l'administration de dire allez-y, voilà, nous, il n'y a pas de problème, voilà. On ne va pas collecter de données cliniques, donc on a fait cette demande à peu près en 2019, et là on attend d'avoir l'autorisation pour collecter des données cliniques encore un petit peu. Et puis on a regardé la littérature, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant. Oui, justement, j'allais te faire réagir parce que on vient d'entendre Marie-Lou, donc juste avant que tu enchaînes, et elle a dit, à mon sens, deux choses parmi d'autres qui sont essentielles. Cette idée-là, et qui rejoint d'ailleurs ce qu'a dit également Alexia, sur cette idée du handicap invisible, du handicap sensoriel et du corps, et j'ai noté 2 points, les grands oubliés. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la littérature scientifique et de manière pratico-pratique pour l'usage des professionnels, avec toutes les questions que ça pose et qui viennent bien d'être absolument bien cartographiées et déroulées, peut-être effectivement, Thomas, sur cette question de qu'est-ce qui est connu et qu'est-ce qui ne l'est pas, peut-être dans la littérature scientifique, sur les pressions profondes, et qu'est-ce qu'on attend de cette double recherche, à la fois clinique pour ta partie, et pour notre partie, la partie sociologique, mais ça, je laisserai ça pour plus tard. Déjà, toi, la partie clinique peut-être. Dans le grand public, quand on n'y connaît rien dans l'autisme, on en a entendu probablement un petit peu parler parce qu'ils sont un peu étranges dans nos contacts, un peu bizarres, et ils ont des troubles du comportement. J'allais dire, c'est le sommet de l'iceberg. Et nous, ce qu'on décrit habituellement, c'est un peu le niveau d'en dessous, ce qui est, en fait, ils ne savent pas interagir avec les autres, ils ont des problèmes de frustration, ils ont du mal à exprimer leurs besoins parce qu'ils sont anxieux, ils ne savent pas exprimer leurs besoins, ils ont des problèmes de socialisation. Donc ça, c'est tout le travail habituel qu'on fait. Voilà, je vous parlais des dimensions de socialisation, de communication et d'intérêt restreint. Et ça, c'est des choses habituelles. Mais de manière sous-jacente, effectivement, il y a tout ce qui est intégration des informations sensorielles dans son environnement, tout ce qui est compréhension de la motricité, et il y a des problèmes à tous les niveaux, et des problèmes déjà qui sont très très précoces dans le développement. Donc ce qu'on décrit, c'est une espèce de cascade développementale. C'est des petites briques. Déjà, il faut apprendre à tenir un peu droit pour regarder l'autre. Après, il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à imiter, il faut apprendre à prendre. Donc il y a plein de choses, d'étapes dans le développement qui sont extrêmement complexes. On commence à peine à pouvoir mesurer maintenant avec les capteurs électroniques. On se dit, mais l'autisme, c'est un problème moteur à la base. Un problème moteur qui fait que le problème d'intégration des informations sensorielles, c'est compliqué. Et les problèmes sensoriels, ils sont très fréquents aussi dans l'autisme. Et quand on a un problème sensoriel, on a besoin, c'est difficile de savoir, même d'avoir des retours sur la précision de ses propres mouvements. Là, si je bouge mon bras, je sais quel retour je vais avoir. Si j'ai des problèmes sensoriels, déjà, savoir comment j'ai bougé mon bras, ça devient compliqué. Et donc, il y a une boucle sensorimotrice.
C'est ça qu'il faut comprendre. On parle de décharge corrélée, comment je peux anticiper les conséquences de mes mouvements et de mes décisions. Là, ce qui est intéressant dans le fauteuil auto, c'est que l'enfant, il décide lui-même de la sensation qu'il va avoir. Il va avoir ce retour-là. Donc ça, c'est hyper important. Et dans la relation sociale, maintenant, ce qu'on comprend, ce n'est pas un truc éthéré, qui n'est pas incarné. Vraiment, pour rentrer en relation avec l'autre, il faut un corps. ChatGPT, il n'a pas de corps. Et quand on a un corps, ce qui est intéressant, ce qu'on commence à voir, c'est que pour comprendre une émotion de l'autre, pour comprendre une intention de l'autre, on a tendance à imiter l'autre. On a tendance à se mettre en phase avec lui, on a tendance à se synchroniser, mais au point de vue le plus basique, littéral. Voilà. On va exprimer les mêmes émotions, on va avoir tendance à imiter les postures, imiter le rythme. Et ça, on peut le mesurer. Et même quand on le bloque, on se rend compte que les personnes deviennent un petit peu moins bonnes en compétences sociales. Là, tu évoques effectivement un point important là, par rapport à la particularité de ce fauteuil de pression profonde, peut-être par rapport aux autres outils, peut-être pour que l'Assemblée aussi comprenne. Il y a tout un tas d'outils de pression profonde et effectivement, le fauteuil auto se place dans un écosystème déjà effectivement de pression profonde avec peut-être que tu veux en dire quelques mots. On bricole avec pas mal de trucs. Alors peut-être en dire quelques mots pour que l'Assemblée comprenne de quoi on parle quand on parle d'outils de pression profonde. Comment peut-être aussi en tant que professionnel, habituellement tu utilises ces outils. Et puis une question en même temps pour Alexia, parce que j'en profite d'avoir le micro. Comment aussi, il y a eu tout un tas de retours faits certes, donc de la part des enfants, mais en fait de la part aussi des professionnels, puisque même si ça se fait, disons qu'il y a un usage autonome, mais l'autonomie elle est partielle, puisque en fait c'est toujours sous l'œil avisé du professionnel que cet outil finalement prend place. Et donc peut-être pour la question pour Alexia, j'y viens, c'est comment est-ce que tu as intégré ou pas aussi les différents retours et des professionnels et peut-être aussi de cliniciens ou d'autres acteurs qui ont gravité autour de toi. Alors pour en faire un petit état des lieux rapide sur les outils de compression profonde, il en existe une grande variété. Parmi les plus connus, il existe des supports lestés. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est des choses aussi dont on parle de façon générale, qu'on peut retrouver dans le commerce. La couverture lestée. Il existe des gilets lestés, des gilets strappés, donc avec des matières et des gros scratchs qu'on vient serrer pour avoir cette sensation un peu plus compressive. On peut avoir aussi des gilets qu'on va venir gonfler pour avoir également cette sensation de compression qu'utilise du coup le fauteuil auto, mais là dans un usage mobile en quelque sorte, vu que la personne transporte le gilet avec elle. Et comme disait Thomas, avec ce défaut de retour sensoriel des mouvements issus de son propre corps, ce qu'on appelle la proprioception. On va avoir aussi des outils pour faciliter le quotidien, c'est-à-dire des couverts lestés, des supports de gants aussi avec plus de poids pour mieux sentir son mouvement dans l'espace et du coup chercher à s'ajuster, à être plus précis. Et effectivement, dans ce panel n'existait pas le fauteuil auto qui, au départ, était quand même quelque peu différent. Oui, alors là, du coup, c'est le prototype qu'on avait fait avec l'IA Meudblin et qu'on a présenté. Avec... Ah oui. Qu'on a présenté. Et là, c'est... notre travail du coup avec le CHRU de Tours. En fait, on a très vite installé le fauteuil et on l'a fait tester avec des enfants qui ont été sélectionnés par rapport à leur profil sensoriel par les psychomotriciennes. Et on a filmé chaque séance en fait avec le fauteuil auto. Et ce qui était intéressant, c'était effectivement d'observer les enfants, mais également d'observer les professionnels, comment ils l'installaient, comment ils le mettaient en place, comment ils pouvaient le proposer.
Parce qu'effectivement, le fauteuil, il peut être utilisé en autonomie. Nous, c'est ce qu'on préfère, c'est quand la personne utilise elle-même la télécommande pour répondre à ses propres besoins. Mais ça s'inscrit quand même dans un planning de soins, là, à l'hôpital. Donc, c'est proposé, c'est accompagné dans des séances de psychomotricité pour qu'il y ait des effets vraiment sur le long terme. Ce n'est pas le fauteuil en lui-même qui est thérapeutique, c'est vraiment la séance avec le fauteuil et le professionnel. Donc, c'était important de filmer ces séances pour adapter le produit aux besoins des personnes autistes, mais adapter aux professionnels pour qu'après, il ne soit pas compliqué à mettre en place, que ce ne soit pas une machine avec une notice à lire de 36 pages avant de pouvoir l'allumer et l'installer, pour qu'il s'intègre dans un quotidien qui est quand même déjà assez chargé pour les professionnels de santé. Donc on faisait comme ça, on filmait chaque séance et moi ça me permettait de faire des allers-retours entre les séances de l'hôpital et l'atelier et les bureaux de conception pour vraiment travailler sur un design itératif. Et sur les premières observations, oui, il y a pas mal de choses qui ont changé, qui étaient un peu flagrantes. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte avec les premiers prototypes, mais par exemple, on avait une petite LED sur la télécommande qui indiquait quand le fauteuil était en marche, quand il gonflait, quand il dégonflait. Donc c'était une LED qui passait du bleu au rouge au vert. Et c'était vraiment la très mauvaise idée pour les personnes avec des troubles autistiques parce que les enfants, en fait, ils se stimulaient avec cette petite LED sur la télécommande. Ils avaient la télécommande vraiment comme ça face à eux. Et en fait, ils n'étaient plus du tout dans la séance avec le fauteuil, quoi. Donc ça supprimait tout l'effet bénéfique des dépressions profondes. Donc très vite, ça, on s'en est rendu compte et on l'a éliminé. Ensuite, on a très vite installé du coup une tablette qui était reliée avec un système de capteur de pression et une petite carte Arduino. Donc nous, on a pas mal utilisé en fait tout ce qui est numérique pour la conception du fauteuil, pour comprendre les utilisations du fauteuil. Mais après, petit à petit, on a essayé de le cacher, tout ça, tout ce côté numérique, pour qu'on soit dans un produit assez très simple et très, très épuré. Et donc, on récoltait des informations sur l'utilisation du fauteuil, c'est-à-dire sur quel bouton était appuyé, combien de temps duraient les séances et à quel niveau de pression on allait. Et c'est là où on s'est rendu compte, donc avec toute l'équipe, qu'en fait, les personnes avec des troubles autistiques, là, pendant ces séances avec le fauteuil, en fait, elles cherchaient des pressions quand même qui étaient relativement fortes, qui pouvaient même être impressionnantes. Pour certaines personnes, c'est un peu trop d'aller dans le fauteuil, ça peut être oppressant. Et en fait, c'est grâce à ces données récoltées qu'on se rendait compte que voilà, les couvertures lestées, les gilets compressifs, c'est très bien, ça a son usage, mais des fois, ça ne répond pas assez à un besoin. On revient chercher des sensations qui sont très fortes. Donc tout ça, on avait sur le petit écran de la tablette, on pouvait suivre ces données-là et ces pressions, et on l'a petit à petit, du coup, transformé pour avoir le fauteuil donc, que vous voyez ici également sur la scène, où on a ce côté, donc on a travaillé également sur tout l'ergonomie, que ce soit un fauteuil adaptable aux enfants et aux adultes. Il y a eu plein d'allers-retours comme ça, mais aussi, en fait, je ne sais pas si vous pouvez voir sur le repose-pied, on a un petit écran maintenant qui indique les pressions sur le corps. Et en fait, on élimine tout ce qui est tablette, numérique. C'est vrai que souvent, les psychomotriciennes me disaient la tablette, en fait, on la voulait au départ et après, c'était chiant parce que ça se déconnectait, ça se connectait, le Bluetooth. Nous, on n'a pas le temps de gérer ça. Et en fait, on l'a simplifié comme ça. Il est plus facilement utilisable, intégrable et plus acceptable. Ouais, ce qui est hyper riche aussi là, dans ce que tu as dit, Alexia, c'est le fait qu'à un moment donné, tu dis ou tu rappelles ce qui est thérapeutique. Alors j'ai noté, ce n'est pas l'outil tout seul. Et effectivement, en fait, je pense que on est vraiment sur cette idée-là. C'est-à-dire, en fait, quel que soit l'outil, avec cet enjeu, alors peut-être pour un docteur en informatique ici présent, ça va lui parler, mais il y a quand même aussi dans la tech cette idée d'invisibiliser
au maximum l'outil. Alors ce sur quoi d'ailleurs parfois on a eu des débats avec Jean-Marc Druyan ici, avec d'autres collègues et amis sur cette question-là. Mais il n'empêche que ce que tu rappelles là, à mon sens, est essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est thérapeutique, ce n'est pas l'outil tout seul, c'est effectivement comment ça s'encastre. Ça, c'est quelque chose qu'on rappelle ici souvent. C'est-à-dire que ça s'encastre dans une organisation du travail, une organisation du soin. Ça prend place effectivement avec des questions sur l'appropriation ou pas et le bénéfice ou pas aussi de l'outil. Et comment ensuite, après cet outil-là, avec le background, avec les outils justement du professionnel, tout ça, ça va être utilisé pour en faire une séance. Ou un programme thérapeutique, effectivement. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est cette idée, parce qu'à un moment donné, on a fait effectivement aussi sur cette question de l'acceptabilité, à la faveur aussi de notre rencontre avec Thomas, des entretiens collectifs. Donc peut-être 2 questions sur le sujet. Une première pour toi, Marie-Lou, c'est déjà, une question pour chacun, pardon. Une première pour toi, Marie-Lou, c'est tu as fait des entretiens collectifs qui étaient entre l'entretien collectif et la simulation de ces outils-là, et en particulier donc des outils de pression profonde et du fauteuil auto en particulier. Donc peut-être ton retour d'expérience sur ces entretiens collectifs / simulation. Une question pour Alexia, c'est peut-être un peu les retours qu'on a pu faire, notamment à la journée exacte en novembre dernier sur ces questions-là, mais pas que. Finalement, depuis qu'il y a ce parcours d'innovation, après on s'est rencontrés, et puis effectivement, il y a eu tout un tas de réflexions depuis, donc peut-être aussi là comment est-ce que tu intègres ça, et y compris peut-être avec des questions aussi sur les nouveaux usages ou les nouvelles cibles, peut-être aussi, on en a parlé un petit peu pour préparer cette table, et la question peut-être aussi pour Thomas, l'intérêt un peu plus clinique. Voilà, et donc je crois qu'on arrivera tranquillement finalement vers la fin, donc ça vous permettra en même temps, ça nous permettra en même temps tranquillement de conclure et de céder la parole évidemment à la salle. Concernant moi cette expérience autour des focus group, c'était assez inédit parce que dans ma pratique de psychomotricienne, c'est pas du tout une approche que j'ai. Ce que j'ai trouvé extrêmement riche, c'est de voir cette méthodologie de recherche qui est vraiment centrée sur l'interaction de groupe. Ça, pour le coup, avec la mise en place d'un cadre qui soit à la fois souple, bienveillant, à quel point tout ça pouvait faire émerger les échanges et puis mieux comprendre les représentations, parce que en fait ces focus group, ils ont été mis en place avec 3 groupes différents, un groupe de professionnels d'une part, pour pouvoir justement recueillir leurs ressentis et puis leur vision des choses concernant les outils de pression profonde et notamment le fauteuil auto, un groupe de familles, parents et un groupe d'usagers, de jeunes présentant un TSA. Donc moi je suis intervenue plus avec le groupe des professionnels et c'était aussi riche de voir dans leur représentation le distinguo, et ça aussi ça peut remonter, on pourrait en discuter des heures, mais sur l'historique de la représentation, notamment dans le domaine de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, des choses qui sont associées à des notions de contention ou alors des choses plutôt associées à une étreinte source d'apaisement. On peut avoir le même outil, le même objet, mais vu de façon totalement différemment dans son usage. Et pour le coup, c'était assez intéressant d'aborder ces questions-là. Et puis aussi la question du corps dans la pratique, où c'est vrai que parmi les différents outils qui existent, certains nécessitent une interaction avec le patient, l'enfant présentant un autisme un peu plus direct, tout ce qui est les systèmes de modulation sensorielle ou alors les outils de compression profonde, où on peut faire aussi des compressions manuelles. Et tous les professionnels ne se sentent pas forcément d'utiliser ce type de pratique. Or, avec le fauteuil, le fait que l'enfant, la personne soit autonome dans sa pratique, ça permet aussi de dégager une sécurité dans la distance interpersonnelle entre le professionnel et le jeune ou la personne.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour le coup, ça, malgré le fait que ça porte le nom auto pour un usage autonome, et du fait de la participation de cet outil à avoir une sensorialité apaisée, la condition de la sensorialité apaisée étant nécessaire à la disponibilité que recrute la relation dans le cadre de l'autisme, eh bien en fait c'est un outil d'usage autonome mais favorisant la relation à l'autre et la relation également dans le soin et la relation interprofessionnelle aussi dans le fait de présenter l'outil à d'autres professionnels qui ne sont pas spécialistes du corps ou de la sensorialité, donc éducateurs, pour en revenir à ceux qui étaient aussi à l'origine de l'idée, notamment que tu as présentée. Oui, ça me permet juste le temps du passage de relais de micro. Effectivement, dans tout ce que tu dis, et puis ça c'est l'intérêt peut-être là je vais prêcher pour notre paroisse, mais effectivement c'est l'intérêt d'avoir un Living Lab ici à très forte proximité et du centre de ressources autisme et du service de pédopsychiatrie, du centre exact, d'avoir cette flexibilité-là, de mener effectivement des entretiens collectifs, des focus group / simulation, vraiment avec un confort qui était incroyable, parce que là vous êtes venus, on a fait ça sur des séances le soir, en terminant jusqu'à pas d'heure, etc., qui était un échange très riche et hyper stimulant. Et ensuite, c'est vrai que c'est notre méthode de travailler dans l'aspect relationnel évoqué. C'est toute la question, enfin, un des principes qu'on essaye de défendre avec mes collègues, c'est cette idée de la pluriprofessionnalité. Et donc à travers ton propos, c'est un peu ce que tu dis aussi. C'est en tout cas ce que j'entends. Mais bon, bref, je laisse la parole à Alexia. C'était très intéressant pour moi d'avoir ce retour avec vous et puis surtout moi de sortir en fait de ces focus group avec les professionnels, les parents, les jeunes. Parce qu'en fait, du coup, moi, je crée le fauteuil auto et j'apporte un produit que je crée devant des personnes en leur disant est-ce que c'est acceptable ou non. C'est pas trop ma place à moi de le demander. Souvent, les gens, ils ont peur d'être honnêtes aussi. Et avec nous, pas du tout. Voilà. Et en fait, c'est tout l'intérêt pour qu'un produit avance. Pour qu'un produit avance, il faut le co-construire ensemble. Mais du coup, faut être honnête, il faut que tout le monde prenne sa place et dise voilà, moi j'ai le droit de dire ça, que ça me convient pas ou ça me convient, ou je préfère la couverture lestée ou non. Et du coup, moi, ces focus avec les professionnels et tout le monde inclus, sauf moi, et en fait, c'était très intéressant pour avancer et avancer sur l'acceptabilité du fauteuil. Ce que j'en ai retenu aussi, c'est qu'il fallait rester sur un projet hyper flexible et qui s'adapte à plusieurs besoins et différents environnements. Parce que comme tu as commencé à l'aborder, en fait, on se rend compte que là, plus le fauteuil auto fait son chemin, en fait, depuis fin d'année 2023, donc on a commencé à le commercialiser. Et en fait, il prend place dans des endroits où on ne pensait pas du tout qu'il avait sa place, on n'y avait même pas réfléchi. Et donc il a pris place dans des EHPAD. Là, on comprend, il y a du sens. On travaille aussi sur la sensorialité avec les personnes avec des maladies d'Alzheimer ou de Parkinson. Mais il prend sa place aussi dans les musées pour améliorer l'accessibilité. Il prend sa place dans des sièges d'entreprise pour les troubles anxieux au travail. Et donc petit à petit, comme ça, il fait son chemin dans des universités. Et donc, on se rend compte qu'il peut être adapté à un plus large public. C'est hyper passionnant. C'est vrai que nous, ça nous ravit énormément. Peut-être un mot, parce que je vois le temps qui file et je ne voudrais pas qu'Isabelle me tire les oreilles. Non, elle n'est pas là. Oui, tu vois, elle ne m'oublie pas. Donc il y a un enchevêtrement en fait de plusieurs méthodologies, de revues de la littérature, qui est en fait le niveau de preuve il est assez mauvais en fait. On a l'impression cliniquement que c'est intéressant, c'est recommandé, mais est-ce que ça marche vraiment? C'est pas clair.
les couvertures lestées, très belle étude qui a montré que en fait ça marche pas quoi. Dans le sommeil ça marche pas. Alors c'est peut-être pas bien utilisé, il faut vraiment réfléchir au scénario. Là dans la photo, un petit détail juste avant, la photo juste avant, c'est dans une petite pièce où il n'y a pas de simulation, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de bruit et tout, c'est fait exprès. Et quand est-ce qu'on l'utilise, où est-ce qu'on l'utilise, avec qui on l'utilise, en fait tout ça c'est très important dans le design. Voilà. On voit tout de suite, quand on le voit, il y a une histoire, on a envie de se mettre dedans. C'est quelque chose qui est très important pour nous dans une spécialité qui est parfois un peu stigmatisée. Donc méthodologie de biblio, d'aller voir, de design centré utilisateur avec des itérations, comme tu le dis, et des guidelines sur faire ces études de design centré utilisateur qui sont de mieux en mieux développer des échelles spécifiques pour évaluer l'utilisabilité aussi. Est-ce que c'est pratique à utiliser ou est-ce que c'est une machine à gaz? On adore nous mettre entre les mains en tant que soignants des logiciels impossibles à utiliser sans formation. Ça, c'est le quotidien à l'hôpital. Et c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser le fauteuil auto. Et puis là, les perspectives, donc ça va être une étude d'efficacité. Donc la Fondation Jeune Boss, elle a financé à la fois les focus group, la simulation et aussi une étude d'efficacité pour voir s'il serait faisable de monter une vraie étude d'efficacité, ce qu'on appelle une étude pilote, là, donc voir ce qui est faisable de faire pour voir si ça pourrait diminuer l'anxiété, faciliter l'inclusion dans les soins, dans les apprentissages scolaires. Et moi, ce que je vois bien, donc, c'est autour d'un même produit, d'un même besoin, tout cet enchevêtrement de méthodologies, de professionnels qu'il faut coordonner, et puis cette ouverture, parce que moi, c'est pareil, j'étais un peu exclu, et je trouve que c'était bien des focus group, parce que dire à un médecin, votre pression profonde, là, c'est n'importe quoi, ou c'est super intéressant. En fait, c'est les psychomotriciennes sur le terrain qui accompagnent ces soins. Et c'était bien, effectivement, que ça soit au plus près du terrain, les questions des focus group au niveau des besoins pour différentes personnes. Et puis, on voit bien que ces méthodologies, elles pourraient se généraliser sur d'autres types de produits, sur l'écriture, sur la réalité virtuelle. Voilà, parce qu'on va être focalisé, nous, spontanément, à regarder si c'est efficace. Mais avant, dans quoi ça s'inscrit, comment on va utiliser, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est utilisable? C'est des questions extrêmement importantes qu'on a tendance à oublier un peu trop vite. Alors, donc là, si je comprends bien, vous avez été exclu. Ouais. Vous avez été, je tiens à le préciser à notre assemblée, momentanément exclu, puisqu'ensuite après, évidemment, en fait, c'est un jeu d'exclusion temporaire, ensuite après d'inclusion par la nature même de notre travail. Et tout ce que vous venez de dire, finalement, ça adresse tout un tas de perspectives. Mais là, il faut inclure quelqu'un, ou plutôt un quelqu'un collectif et individuel. C'est la salle pour le moment des questions. Voilà. Donc, je vous cède la parole. Si vous en avez, hein, parce que sinon, comme on est timing serré... Merci pour cette passionnante retour d'expérience. Je trouve ça vraiment, moi qui suis profane du domaine, j'ai découvert et félicitations pour cette démarche que je trouve très riche. Et je vais me situer dans la continuité de la dernière remarque sur le volet recherche parce que je me disais plusieurs choses. Un, d'abord, que sait-on réellement, scientifiquement, du bénéfice apporté de la contrainte profonde? Donc vous avez en partie esquissé quelques éléments de réponse. Deux, si demain il fallait évaluer de la réelle contribution de ce fauteuil pour les patients versus pour, je dirais, les autres parties prenantes qui sont autour des personnes souffrant de troubles autistiques, qu'est-ce que vous retiendriez comme indicateur de valeur ajoutée? Parce que moi, je me disais, mais finalement, c'est filmé. Est-ce que c'est le temps pendant lequel restent les personnes? Il doit être très variable d'un patient à l'autre, je n'en sais rien. Est-ce que c'est l'expression, par exemple, d'émotions, je dirais, traduisant une forme de bien-être? Comment vous voyez les choses en matière d'évaluation de cette valeur ajoutée? Alors c'est intéressant, on a fait aussi une démarche qualitative. Alors revue littérature, on a identifié qu'est-ce que faisaient les autres. On se dit peut-être que c'est une bonne idée s'ils ont fait comme ça. Et puis reprendre un peu les meilleures idées dans la littérature. Et puis après une démarche participative où on s'est fait challenger par des patients, par des parents, en disant alors on a telle échelle, vous en pensez quoi? Ah non mais ça c'est vraiment nul, il faut vraiment pas utiliser ça. Par contre celle-ci a l'air mieux. Et ça, c'était hyper intéressant. Et on dit qu'il faut le faire. Et vraiment, on l'a fait et on a vu à quel point c'était pertinent, quoi.
il y a différents niveaux de preuve en médecine. Et c'est compliqué d'évaluer que quelque chose est efficace. Les médecins, ils ont fait des saignées pendant 500 ans. Ils se disent, ça marche, voilà, donc il faut continuer. Voilà. Maintenant, une approche est quand même beaucoup plus rigoureuse. On va faire ce qu'on appelle des essais randomisés contrôlés. On va faire des méta-analyses d'essais randomisés contrôlés. Tout ça, ça a été beaucoup porté par l'industrie du médicament. Un médicament, c'est simple. C'est une molécule. On en produit dans des boîtes et puis là il y a un certain dosage, c'est simple. Un produit technologique, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de l'acceptabilité, de comment on l'utilise, avec quelle personne. Donc c'est important de voir quand même l'expérience de terrain, parce que les psychomotes, les psychiatres, on a vraiment l'habitude de bricoler, hein. On a une science où il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Mon métier, je pense qu'il sera complètement différent dans 20 ans, 30 ans. J'espère en tout cas. Et voilà, on a des retours cliniques sur l'anxiété qui semblent apaisés, ils sont plus accessibles aux relations sociales, sont plus accessibles pour faire des apprentissages scolaires. Comment ça peut se mesurer? Donc avec des échelles validées. Donc on a fait une revue systématique pour regarder comment mesurer l'anxiété dans l'autisme avec des échelles. Ce qui est important, c'est de prendre la perspective des enfants, mais aussi des parents. Parce que savoir comment on fonctionne quand on est enfant, c'est difficile. Déjà, quand on est adulte, c'est pas simple. Donc quand on est enfant, c'est vraiment pas facile. Donc des auto-échelles en parallèle. Est-ce qu'il n'y a pas une intolérance à l'incertitude chez ces enfants qui sont anxieux? Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes d'accommodation familiale? Ils vont être en permanence en train de être anxieux et spontanément demander de la réassurance. À court terme, c'est très bien. Je pense qu'à long terme, ça peut être un peu un poison. On peut rentrer dans des cercles vicieux. Et vraiment, des enfants qui ont de moins en moins plus en plus de difficultés à tolérer l'incertitude, de plus en plus des difficultés à tolérer leurs émotions, et qui deviennent de plus en plus fortes parce qu'ils les vivent, ils les incarnent, ils les éprouvent pas souvent et jamais. Après, il y a la question de marqueurs physiologiques aussi, de conductance cutanée, de variabilité de fréquence cardiaque. Et puis, peut-être des expressions des émotions sur des visages aussi qui pourront aider à classifier. Donc là, c'est des perspectives de recherche. Là, l'idée, c'est d'avoir l'autorisation de la NSM et des CPP, Comité de protection des personnes, donc avec le dossier technique. Donc peut-être l'année prochaine, en mars, en septembre, on verra. Mais voilà, on voit que c'est tout un écosystème qu'il faut mobiliser. C'est un petit peu coûteux. Juste un élément complémentaire justement par rapport aux recherches. En fait, il y a plusieurs publications sur le sujet, sur les techniques de pression profonde. En fait, il y a des biais méthodologiques, évidemment, de par la quantité des patients expérimentés, les protocoles mis en place. Et puis, d'autre part, il y a quand même des résultats intéressants, sinon on ne s'intéresserait pas autant à ces techniques-là, notamment pour les systèmes de gilet lesté pour les enfants qui présentent une hyperactivité, un trouble de la régulation motrice, un TDAH spécialement, et puis les techniques de pression profonde manuelle du shiatsu qui ont des résultats validés qui montrent qu'il y a un réel bénéfice sur le bien-être sensoriel, l'apaisement et la relation parentale aussi. Donc ça fait le lien avec la famille. Voilà. Juste au niveau méthodologique, le problème de ces enfants, c'est qu'ils sont très variables. Avoir un autisme, souvent, c'est associé à d'autres troubles, de déficience intellectuelle, de troubles de régulation émotionnelle, de troubles du développement de la coordination, d'hyperactivité, de troubles des apprentissages, et j'en passe, avec des degrés divers et des intensités diverses de tous ces troubles. Et donc, il y a une très grosse hétérogénéité. Donc, dans le paradigme du médicament, comment on pense l'évaluation d'un traitement médicamenteux, on va mettre le patient en aveugle, c'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il prend, il ne sait pas s'il prend un placebo ou s'il prend le traitement. Et on va mettre le médecin en aveugle, c'est-à-dire on ne sait pas si le médecin il a prescrit le placebo ou s'il a prescrit le traitement, parce que l'idée c'est d'éviter tous ces biais par rapport aux attentes qu'on va projeter sur un produit. Là, c'est très compliqué pour une technique comme le shiatsu ou comme le photo-yoto. On ne va pas faire un placebo de photo-yoto ou de placebo de shiatsu, ça n'a pas vraiment de sens. On ne peut pas vraiment mettre le patient ou le clinicien qui accompagne l'enfant en aveugle.
Par contre, on va mettre l'évaluateur qui va évaluer l'évolution du comportement de l'enfant en aveugle. Ça peut se faire sans trop de difficultés. Ce qu'on fait habituellement, c'est des essais randomisés contrôlés. On prend un gros groupe de patients, on le coupe en deux au hasard, sur une pièce, ou l'équivalent en informatique. Et certains enfants, on va leur proposer le fauteuil, certains enfants, on va leur proposer le traitement habituel. Sans le fauteuil. Donc traitement habituel ou traitement habituel plus fauteuil. Et ça va permettre d'identifier qu'est-ce que le fauteuil apporte en plus des soins habituels et apporte en plus du développement normal de l'enfant. Donc merci Thomas pour toutes ces précisions et merci à chacun et chacune. Ce que je vous propose, parce que là le temps presse, pour ne pas dire beaucoup, donc effectivement il y a tout un tas de résultats, en tout cas de recherches cliniques à poursuivre, à consolider, plein de perspectives évidemment pour chacun et chacune. Ce que je vous propose, c'est comme le temps manque un petit peu, c'est deux choses. Profiter, alors juste après la table qui arrive, on aura un court temps de pause, donc vous pourrez profiter de poser des questions. On aura un temps pour ça. Et puis de faire votre propre recherche et essai clinique sous l'œil avisé d'Alexia ou de professionnels très compétents qui pourront vous aider dans cette démarche pendant la pause ou à un autre moment. Voilà.